Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue dans épisode suivant, votre émission sur BFM Tech et Tech & Co dédiée aux séries et au streaming. C'est la dernière fois que je fais cette petite intro, dernière fois de la saison, mais aussi dernière fois tout court, ce 109e numéro d'épisode suivant. Voilà, 109e, j'ai compté, on en a fait 109. C'est déjà pas mal, c'est aussi le dernier. À Hollywood, on dirait le finale. Finale avec un finale, voilà, Nora le fait mieux que moi. On s'arrête après 3 saisons quand même, malgré tout, ça a été 3 belles saisons. On a beaucoup parlé de toutes les séries, toutes les plateformes de streaming, tout ça. On choisit de s'arrêter nous-mêmes, c'est aussi un privilège. Il y a beaucoup de séries qui n'ont pas ce luxe de pouvoir dire nous on s'arrête. En général, c'est un monsieur tout en haut de la tour qui dit quick et c'est terminé, on n'a jamais droit à la fin. Nous, on va terminer avec un bel épisode final, voilà, une apothéose avec un épisode spécial fin de série. Voilà, c'est très logique, on n'est pas allé chercher très loin le thème, puisqu'il y a des séries qui se terminent en apothéose, qu'on aura vraiment à des grands finales. Il y a des séries qui se terminent un peu en queue de poisson, voilà, d'autres qui n'ont même pas droit, je le disais, à une fin, et c'est encore plus triste. Mais aujourd'hui, on va débattre, nous, de la meilleure fin de série de l'histoire, rien que ça. Et pour ça, j'ai fait appel au trio magique d'épisodes suivants, Margot Barallon, Thibaut Gomez-Léal et Nora Boisouni. Bonjour à tous les trois. Salut Clément. Je suis ravi de vous avoir terminé cette saison. On va quand même rappeler qui vous êtes une dernière fois pour ceux qui nous suivent au fond de la classe. Margot, journaliste indépendante spécialisée des séries. Thibaut, chef de service cinéma et streaming des numériques. Et Nora, journaliste indépendante, ancienne présidente de l'association des critiques de séries, association qui malheureusement n'a pas survécu non plus à cette fin d'année. Cette canicule. La canicule aurait eu raison de l'association des critiques de séries et l'épisode suivant dans la foulée. Mais en tout cas, tu l'as été pendant plusieurs années, cette présidente. Et ça a assuré aussi pour moi beaucoup d'invités qui sont venus, parce que j'ai découvert des gens grâce à cette association. Donc, un rôle très important. Margot était ma secrétaire. Voilà, Margot était la secrétaire. Secrétaire à tous. On a assisté plusieurs fois à la remise des prix. On a fait des épisodes spéciaux pour justement mettre en avant le travail de l'association. Et on t'en remercie. Et avec plaisir. C'était vraiment des soirées très sympas, très bien organisées, avec peu de moyens, on le sait, mais avec grand plaisir. Il y a eu des gens très bien qui sont venus, des gens qui font les séries. Et c'est aussi important de montrer les gens qui font les séries. On a essayé dans l'émission de le faire aussi. Il y a une petite logique aussi dans ce... je ne vous ai pas choisi au hasard, je ne vais pas appeler le téléphone. Thibaut et Margot, vous êtes tous les deux à côté aujourd'hui. C'est la première fois parce que vous étiez toujours l'un en face de l'autre et vous étiez surtout le tout premier duo d'épisode suivant. J'ai regardé le 4 octobre 2023. Il fallait lancer cette émission et donc vous étiez les deux premiers à vous être essayés à cet exercice. Jeunes et fous. Voilà. Et vous aviez encore plein d'ambitions. Vous pensez pas encore éliminés en demi-finale du monde en 2026. Mais là, voilà, la boucle est bouclée. Donc merci à vous deux. Et Nora, je disais, tu étais un peu la marraine avec l'association des critiques de séries qui nous a permis de faire plein de choses très très chouettes pendant ces 3 saisons. Une Dream Team donc pour débattre une dernière fois dans l'épisode suivant de série, le thème la meilleure fin de série de l'histoire. Le principe de cette émission va être très simple. J'ai demandé à chacun des 3 invités de choisir la meilleure fin de série de l'histoire selon elle ou lui. Il ou elle va argumenter son choix. On en débattra si jamais il y a débat, puisqu'il y a des séries, notamment la mienne, je spoil déjà, que personne n'a vu à part moi. Puisque je me prêterai à l'exercice, voilà, pour une fois, je ne serai pas juste qu'un animateur, je serai aussi débatteur. Vous verrez une série qui m'est très chère et qui m'a beaucoup marqué. Évidemment, ça va de soi, vu le sujet, on va spoiler, on va parler de fin de série, on ne va pas faire semblant de vous cacher des trucs. Donc si vous n'avez pas vu les séries en question, ne regardez pas, n'allez pas vous plaindre en commentaire si vous a spoilé des trucs. Par ailleurs, c'est beaucoup de séries qui sont terminées depuis longtemps. Donc normalement, si vous aviez voulu les voir, vous les auriez vues. Anecdote, une seconde. Je me fais encore pourrir gentiment. Aïe. Attention, gentiment. Qu'est-ce que tu as spoilé ? Parce que j'ai spoilé dans l'émission Blockbuster, Feu, l'émission de Frédéric Sivry sur France Inter, qui était sur Xena. Et donc j'ai parlé de la fin de Xena. Et les gens étaient choqués. Alors je me rappelle que Xena, voilà, c'est un peu le usual suspect des séries. Voilà. Très bien. Et peut-être que tu te referas cracher. Peut-être que tu vas reprendre une sauce pour les prochaines séries parce que tu auras spoilé. Plaisir. On ne dira pas encore quelle est ta série, on verra tout à l'heure. C'est Thibaut qui va commencer. Je l'ai mis en premier dans l'ordre. C'est toi qui vas ouvrir ce débat, puisque tu as choisi peut-être la série la plus évidente quand on parle de fin de série. Ouais. En revanche, quand on parle des meilleures fins de série, va peut-être y avoir un peu de débat quand même, puisque tu as choisi Lost. Ouais, j'avoue, je suis un Losty, peut-être comme Nora ici présente. C'est vrai que quand tu m'as posé la question, les choix étaient nombreux, meilleurs, quelle est la meilleure fin de série ? Mais c'est vrai que moi, automatiquement, il y a une série qui m'est venue en tête, c'est celle de Lost, tout simplement parce que, alors, pas vraiment dans la qualité de la fin de la série, mais moi c'est une fin de série que j'ai beaucoup appréciée malgré les polémiques. Ouais. Mais c'est aussi et surtout parce que ça a été
ma première fin de série à moi. C'est quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Et c'est une série qui, rappelons-le, en 6 saisons, entre 2004 et 2010, qui a accompagné beaucoup de jeunes spectateurs de notre âge. Et ça a été la première grosse fin de série pour moi. Donc il y a vraiment un affect. Et s'il y a beaucoup de choses à dire sur justement comment tout ça s'est conclu, c'est une série qui reste très très proche de moi. Et donc je voulais la défendre dans cette émission. Série qui a quand même été beaucoup critiquée sur sa fin. Justement, comment toi, tu arrives à la défendre? Qu'est-ce qui fait que particulièrement, elle te marque encore aujourd'hui et tu évacues les critiques qui disent que ce n'est qu'une pirouette? Alors, c'est vrai que cette série de J.J. Abrams et Damon Lindelof a été beaucoup critiquée parce que c'est une série qui a pendant 6 saisons et elle s'est aussi construite autour de ça. C'est construite autour de théories, autour d'une communauté, notamment sur les forums, sur Internet, etc. C'est aussi une série pré-plateforme de streaming. C'est une autre époque déjà. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les plateformes de streaming. Et donc, c'est une série qui s'est construite très, très rapidement sur les forums, sur Internet, avec Lostpedia, donc sur la construction, on va dire, d'une communauté qui construit aussi, qui aide à la construction de cette série. Semaine après semaine, faisait ses théories. Et c'est vrai que du coup, la série, ou en tout cas cette fin de série, a surtout été, on va dire, un peu déceptive pour beaucoup, puisque elle n'a peut-être pas été à la hauteur de beaucoup de théories que les fans avaient construites au fur et à mesure des années, et que finalement, c'est peut-être ce que va subir plus tard Game of Thrones aussi, c'est que quand tu laisses tellement d'espace et d'imaginaire aux spectateurs et aux fans, les spectateurs arrivent avec des idées encore plus géniales et folles tout le monde pense que son idée la est la meilleure par ailleurs, c'est très et finalement, la série, elle n'a qu'une seule fin et elle déçoit beaucoup. Il n'empêche qu'en 2010, quand le dernier épisode est sorti, et moi je sais que c'était là aussi une de mes premières expériences de journaliste, c'est que j'écrivais chaque épisode et les critiques de chaque épisode avec une petite communauté. Quand l'épisode final est arrivé, il y a eu un petit passement au cœur. Et pourquoi je l'ai choisi, et je vais finir là-dessus, c'est qu'au-delà de la fin, cette série, elle m'a appris aussi qu'au-delà de finir et d'arriver à la conclusion de quelque chose, le plaisir d'une série, c'est aussi, mine de rien, le voyage. Et tout ce voyage au fur et à mesure des saisons, le même voyage que beaucoup ont vécu avec Game of Thrones. Certes, la fin de Game of Thrones est déceptive. Il ne faut pas jeter tout. Mais il ne faut pas tout jeter. Et pareil, Lost était peut-être effectivement un petit peu décevant. Et encore une fois, moi, je défends cette fin qui était assez folle pour moi, mais surtout ça a été 6 saisons assez formidables pour moi, Lost, quoi. On va faire un parallèle avec l'équipe de France. Voilà, on va pas tout jeter après cette défaite. L'important, c'est le voyage, pas la destination. C'est un peu corny, c'est un peu cheesy, mais je tiens. Je fais ce que je peux pour survivre ce matin. C'est sur ça, voilà. Lost, vous êtes d'accord avec Thibaut, le plateau? Est-ce que non, en fait, il a rien Moi, compris, oui, j'en ai parlé quand même beaucoup dans cette émission et beaucoup toujours dans la vie. Je suis très très fan de Lost pour les mêmes raisons évoquées par Thibaut. Et en plus, moi, cette toute fin de série, je l'ai vécue en direct. J'habitais à Montréal. Donc, il y a encore plus... Alors oui, je me suis farci des minutes en faire de pub toutes les 15 secondes. Mais je pouvais menacer les gens sur Twitter à l'époque de leur spoiler la fin de Lost, car je la voyais en direct. Un pouvoir. Mais il y a vraiment... Voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est aussi une des premières séries, en plus, qui était... On l'appelait transmédia à l'époque. Donc, comme tu le disais, il y avait le Lostpedia, puis sur Twitter, on élucubrait, on spéculait à fond. Twitter était encore un endroit de bouillonnement où on alors pas pour tout le monde, il y avait quand même aussi du harcèlement sur Twitter. Oui, il y avait des nous ne reviendrons pas là-dessus. Non, mais en fait, c'était vraiment la série Machine à café, la première série Machine à café. Moi, je me rappelle, il fallait naviguer entre les spoils, fallait la regarder vraiment, si on pouvait la regarder très très tôt le matin, des gens le faisaient, ou bien se coucher à pas d'heure pour la regarder, la télécharger, voilà. Parce que le lendemain on avait peur d'être spoilé. Il y avait aussi des essais, des vidéos-essais sur YouTube, et il y avait aussi des sites créés exprès par la production, avec des easter eggs, de chasse au trésor. Donc c'était, pour moi, c'est une des premières séries qui a effectivement suscité un engouement pareil. Et la seule série que j'ai vue avant Game of Thrones susciter le même engouement en termes de spéculation et qui était quand même déceptive aussi, c'était True Detective saison 1. Où sur Reddit, ça y allait avec des théories complètement farfelues que j'aurais aimé s'avérer réelles, alors que la fin de série est quand même vachement plus terre-à-terre que ce qu'on imaginait. Mais oui, puis moi, c'est des personnages qui restent avec moi aussi. Ce que tu disais sur une série, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a des fins qui ne sont pas forcément les fins qu'on aurait aimé connaître ou avoir, mais c'est des personnages qui restent, des situations qui restent. Penny's, tu vois, vraiment, Penny's Boat, c'est un truc, j'en ai des frissons, quoi. C'est Charlie. Mais c'est pour ça que c'est profondément personnel aussi, notre visionnage de séries. On regarde des séries à une époque. Je sais pas, Margot, est-ce que tu avais regardé Lost toi à l'époque? J'ai regardé Lost à l'époque, mais donc je me permets d'être la rabat-joie de cette team.
Je n'ai aucun avis sur la fin parce que j'ai abandonné avant. On disait l'important c'est le voyage. Eh bien, le train de Margot s'est arrêté en pleine voie. Elle est descendue du train. Mais elle nous a dit au revoir, elle était là. Et justement, qu'est-ce qui t'avait fait descendre alors du train? Vraiment le côté complètement what the fuck ou peut-être aussi parce que j'étais pas en fait sur les forums et tout ça, et donc le côté très dédale. Moi, je l'ai pas vécu de façon communautaire. J'étais devant une série que j'ai adorée, hein, vraiment. Et en plus, la première saison de Lost, moi, je l'ai vue en DVD à l'époque, donc d'une traite. Et je me souviens avoir adoré ça, plongé dedans, vraiment la tête de la première. J'ai continué bien après. Le pire étant vraiment, c'est la honte pour moi, mais je crois que j'ai abandonné, 8 épisodes avant la fin. Enfin, mais non, en plus, allez, un petit rewatch avec Margot. Et en fait, je suis désolée de dire que le rewatch aujourd'hui est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Ai-je le temps? C'est 120 épisodes en plus. 120 épisodes, c'est une autre époque. Des formats, effectivement, aussi d'une autre époque. Effectivement. Moi, j'avoue que Lost, je suis allé au bout, mais un peu indifférent, parce que alors, je vais regarder de façon très complexe, puisque je ne regardais pas la télé, parce que je n'avais pas réussi à embarquer mes parents à l'époque. J'habitais chez mes parents pour regarder Lost avec moi, donc du coup, je n'avais pas la primauté de la télévision le soir où diffusait Lost. Oui, c'est sur TF1 à l'époque. Sur TF1, donc je n'avais pas le choix du programme. Mes parents n'ont pas embarqué dans Lost, et donc du coup, je devais me débrouiller pour récupérer les épisodes après sur des plateformes pas toujours. C'était la grande épisode de Méga Upload. On se débrouillait, on se partageait. C'était aussi ces forums qui se partageaient les épisodes, etc. Notamment en VO. Les sous-titres faits par les fans, dans l'heure, souvent. C'était vraiment très génial. artisanal. C'est vrai que des fois, il m'arrivait d'en regarder 4 d'un coup, puis pendant 2 mois, je regardais plus rien, etc. Donc la fin, je la regardais un peu très à retardement, avec beaucoup de. Mais moi, elle m'a pas plus choqué qu'autre chose. Genre, je l'ai accepté. J'étais pas un peu comme Margot, j'étais pas sur les forums. Je regardais pas trop, hormis récupérer les bons liens pour chercher les épisodes. C'était le seul truc qui m'intéressait. Mais force est de reconnaître qu'effectivement, c'est peut-être même plus que la série Machine à café, c'est la première dont la fin a peut-être autant été médiatisée, a autant fait parler. Jusqu'ici, il y avait des séries qui avaient beaucoup fait parler. Enfin, je veux dire, Lost faisait des audiences dinguissimes, parce qu'on n'avait pas encore autant de séries, donc ça a été regardé par énormément de monde. À l'époque, les séries américaines, assez fou, quoi. Les séries américaines, alors il y en avait sur des chaînes du câble spécialisées, etc. Mais quand on l'avait pas, c'était sur TF1 le mardi soir en général, et on se régalait. Voilà, moi j'étais plutôt team les experts. Pour le coup, je n'ai jamais vu la fin des experts. Est-ce qu'il y a vraiment Il n'y a pas de fin. Très normie des experts. Voilà, ils se retournent les uns les autres. Donc voilà, il y a eu des fois probablement que Horacio Ken vit aujourd'hui dans un autre endroit, très loin de Miami, on lui souhaite en tout cas. Lost, en tout cas pour ceux qui, comme Margot, n'auraient pas le courage ou auraient au contraire le courage d'y aller, c'est dispo sur Disney+. Tout est dispo sur Disney+, donc c'est à voir ou à revoir pour ceux qui n'auraient peut-être pas en mémoire la fin. C'est le moment d'aller la revoir, c'est cet été. Faites-vous les 7 saisons, voilà, 20 épisodes, 7 saisons, ça ne fait jamais que 140 épisodes. N'ayez pas peur. On va enchaîner avec toi, Nora, une série des années 90 qui a marqué aussi toute une génération. C'est Buffy contre les vampires. Alors pourquoi est-ce que selon toi, la fin de Buffy... dont je ne parle jamais. Non, vraiment, c'est bien la première. Jamais de la vie que j'ai découvert qu'il y a toujours. Non, mais alors, c'est pareil, c'est pas la meilleure fin de série ever. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense notamment, on parlait de Lindelof à The Leftovers, qui est une des meilleures séries de l'histoire pour moi. Je voulais choisir Six Feet Under à la base parce que la chanson qui accompagne le finale, qui est une chanson de Sia, qui s'appelle Breathe in Me, qui me colle les larmes à chaque fois. C'est une fin de saison qui est sublime, mais j'avais pas grand-chose à dire dessus, hormis qu'elle m'émeut énormément et qu'elle boucle une boucle complètement, et qu'elle était très maligne à l'époque. Et que les personnages vivent encore en nous vu la fin. Donc je la spoil pas parce que c'est aussi une série qu'on peut regarder aujourd'hui qui a pas mal vieilli en plus, je trouve. Mais Buffy, ce qui m'intéresse, hormis que je sois une énorme fan de Buffy, c'est que la fin... Alors déjà, le nom de l'épisode final en anglais, il est très bien choisi, il s'appelle Chosen. Donc c'est saison 7, épisode 22, on est en 2003. Chosen, c'est l'élu, celle qui a été choisie. Mais l'élu, on la met au singulier parce que c'est Buffy, mais Chosen en anglais, ça veut juste dire élu. On ne sait pas si c'est pluriel, singulier. C'est important pour la suite. En français, il s'appelle La fin des temps. C'est un peu nul. Il faut quand même le dire. Un peu plus direct, quoi. Il n'y a pas de référence, du coup. Non. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça boucle une boucle. Pourquoi ? Parce que dans le dernier épisode de Buffy, ils se battent vraiment. C'est le combat final, effectivement, entre les forces du mal, etc. Buffy a été choisie. Il ne peut y avoir qu'une
tueuses en activité. Dès qu'une tueuse meurt, une autre est activée dans le monde et elle ne le sait pas, elle le découvre. Donc elle est investie de ses pouvoirs par quoi ? Par une espèce de collège d'hommes blancs, sûrement cisgenres, sûrement hétérosexuels et un peu âgés, qui décident qui sera l'élu. Bon. Donc on est quand même sur un truc très patriarcal. Ce sont des femmes qui doivent sauver l'humanité à leur corps défendant, parce que personne ne leur a demandé leur avis, donc le consentement n'est pas là. Et il y a, pour les gens qui ont vu la série, à un moment donné, des petits couacs, parce que Buffy meurt, mais meurt pas vraiment. Il y a une nouvelle tueuse qui est activée, ça ne se passe pas bien. Bon, bref, voilà. La fin de Buffy est incroyable parce qu'elle délivre, elle fait un speech, un discours devant une assemblée de femmes qui sont là pour se battre. Et grâce à Willow, qui est devenue une sorcière extrêmement puissante, bon, qui a eu du mal à canaliser sa puissance à un moment donné, quand même, mais Willow réussit avec une faux, vous verrez, à activer tout ce qu'on appelle les potentiels. Donc, c'est toutes les futures tueuses qui ne sont pas encore activées. Et juste, j'ai noté un bout du discours parce que j'en ai encore des frissons. Elle dit à chaque génération, donc elle est devant toutes ces femmes, c'est incroyable, vraiment, c'est hyper fort. À chaque génération, il y a une tueuse parce qu'une poignée d'hommes qui sont morts il y a des milliers d'années ont édité cette règle. Ils étaient puissants. Cette femme, elle montre Willow, est plus forte que tous réunis. Donc je dis, changeons les règles. Mon pouvoir devrait être votre pouvoir. À partir d'aujourd'hui, chaque fille au monde qui a le potentiel d'être une tueuse sera une tueuse. C'est fort. Empouvoirment total. On va renverser la vapeur et le rapport de force. Et donc là, il y a vraiment un moment très très fort où en fait on voit des images à travers le monde des filles, des jeunes femmes qui sont activées d'un coup. Parce que Buffy n'a jamais choisi d'être seule à porter le fardeau de sauver le monde. Et elle le vit très mal. Et pendant toute la série, c'est ça. Au fond, elle voudrait être une fille normale. Et elle n'est pas une fille normale. Tout ce qui lui arrive d'anormal, ça met en danger ses proches. Ça met en danger un peu tout le monde autour d'elle. Et elle ne vivra jamais comme une adolescente normale son adolescence. Et donc là, au moins, il y a un partage. Donc il y a une forme d'empouvoirment de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie et leur, entre guillemets, destinée, puisqu'elles n'ont pas choisi d'être les tueuses. Mais au moins, elles seront plus seules. Et Buffy, c'est cette solitude qui transparaît pendant toutes ces saisons. Elle est accompagnée de son gang, du Scooby Gang, mais elle sera toujours profondément seule dans cette tâche qui lui incombe. Donc c'est vraiment une fin de série qui, pour moi, a un vrai sens. Je trouve que c'est très malin de la part de Whedon, qui a fait beaucoup de bêtises et qui a été harceleur, etc. On le sait maintenant. Mais c'était très malin, je trouve, de boucler la série comme ça. Et la dernière image, pour finir, d'ailleurs, je crois que le dernier mot que Buffy prononce, c'est Spike, qui se sacrifie pour sauver le monde. Et là, on voit, voilà, la dernière image, c'est ça. Et on lui demande, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et elle dit rien. Et elle n'a pas le dernier mot, mais elle a le dernier regard parce qu'elle regarde l'horizon. Et là, il y a tout le Scooby Gang réuni. Et on pense à Giles, Anthony, qui est mort il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de temps. Voilà. Et donc, il y a tout le Scooby Gang qui est là. Alors, il manque Anya, qui meurt aussi dans le dernier épisode. Voilà, regardez, ça, c'est la dernière image. Voilà. Buffy regarde vers l'horizon. Un temps soucieuse, et puis il me semble qu'elle sourit à la fin. Et elle sait, parce qu'elle sait qu'elle n'est plus seule. Une fin, une conclusion et une sorte d'ouverture aussi. Une conclusion, une sorte de début aussi, tu as envie de... Oui, qui aurait pu amener à d'autres choses. Ça aurait pu amener à d'autres choses. Mais... Regardez, voilà. Elle a les larmes aux yeux et elle sourit parce qu'elle est plus seule. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à Buffy Summers, c'était de plus être seule. C'est un très beau plaidoyer. J'ai trouvé ça. J'ai des frissons là, ça. Plus de frissons que le final quand je l'ai vu. Non, mais en fait, Buffy, c'est vrai que c'est une série qu'on a beaucoup réévaluée récemment. Je trouve qu'on avait fait un épisode en première saison, début de première saison, avec Marion Litté qui avait écrit un super livre justement sur Buffy et la place des femmes dans la série. C'est une série qu'on a peut-être un peu trop regardée comme une série popcorn, qui faisait partie de la trilogie, etc. Qu'on regardait, il y avait des vampires, il y avait des monstres, il y avait des adolescents qui se battent, etc. Quelque chose de très léger. Et finalement, quand on la revoit aujourd'hui, elle était précurseur de plein de choses, de plein de thématiques, ne serait-ce que ce final que tu nous as analysé, qui est vraiment sur la place des femmes, l'empouvoirment, etc., très fort. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses à garder dans Buffy, au-delà de il y a des monstres qui se battent et des ados qui se battent, quoi.
sais pas si vous êtes d'accord avec ça, si c'est une série qui vous a marqué tous les deux. Complètement d'accord, et ça m'a donné envie de revoir Buffy. Ouais. Mais moi, je crois que j'ai pas tout vu de Buffy. J'ai grandi aussi avec. Moi, je m'étais arrêté à 2000, mais pareil. C'est vrai que j'ai picoré. C'est des séries que tu picores, en tout cas, parce que moi, elle m'a pas. J'avais rattrapé à l'occasion. J'ai le coffret DVD, si vous voulez, à la maison. Et ça, c'est une denrée Lost rare. et Buffy côte à côte. Maintenant, la question est de savoir s'ils ont moyen de lire des DVD. Oui, tout à fait. Voilà, on a là deux personnes de grande qualité. Et même des VH. Non, mais effectivement, Margot aussi, Buffy. Oui. Après, moi, c'est pas une série que j'ai vue de façon linéaire aussi. J'ai pas mal picoré. Et donc, je pense que l'expérience de visionnage conditionne quand même beaucoup l'appréciation de ce final. Et je pense aussi que j'étais quand même très jeune. Ouais. Et le côté empouvoirment féminin me parlait peut-être moins qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de le revoir. Non, puis effectivement, la série a, pour l'avoir revue en partie, justement quand on a fait l'épisode en saison 1 avec Marion, pour l'avoir revue, alors je n'ai pas tout revu évidemment, parce que je ne vais pas revoir toutes les saisons, mais elle a plutôt bien vieilli par ailleurs. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire série des années 90, etc. Finalement, le fait que ce soit beaucoup d'effets spéciaux pratico-pratiques, en fait, ça vieillit quand même beaucoup mieux que de la vieille 3D des années 90, qui aujourd'hui, quand on la regarde, franchement, un peu faut voir Windows XP, Windows 95, un peu dégueu. C'est vraiment quelque chose qui se regarde très bien aujourd'hui, malgré les années, etc. Et qui reste en plus dans ces thématiques hyper fortes. Et il y a quand même les proto-incels dans cette série. C'est-à-dire qu'il y a ce groupe de mecs qui, je spoil, là, je ne peux pas tout spoiler, mais on a un groupe d'hommes qui détestent les femmes, qui hait les femmes. Et donc vraiment, en revoyant ça, ou en le mettant à la lumière d'aujourd'hui, les attentats masculinistes qu'on peut avoir, etc., ou les tentatives, il y a quand même dans l'écriture des choses qui malheureusement résonnent aujourd'hui dans l'actualité, quoi. Est-ce qu'au regard de ce qu'on s'est dit, de tout ça, le fait qu'il y a eu une tentative cette année justement avortée de faire renaître Buffy en série, on y a cru, c'était lancé, Sarah Michelle Gellar était vraiment très proactive là-dessus, il y a un pilote je crois qui a été tourné même. Finalement, ça n'aboutira pas. Est-ce que ça vous attriste? Ça n'aboutit pas parce qu'il y a un décideur, un homme, qui a fait quick, comme tu dis. Il n'était pas fan d'ailleurs, visiblement. Et c'est surtout qu'il était très fier de dire je n'ai jamais regardé. Dire, ça, c'est quand même c'est ce qui est sorti dans la presse, dans les médias américains. Le mec dit ah oui, moi, je n'ai jamais regardé Buffy. Il était prod en plus. Oui, c'était vraiment un décideur. C'était lui qui a décidé non, on arrête. Quoi. Absurde. Et d'ailleurs, pardon, mais votre quick me fait penser, je suis obligée de le dire, à Snip, Snap, Michael Scott, The Office, Vasectomie. Je dois dire parce que vraiment là. Peut-être que c'est une référence cachée, effectivement, à The Office. Non, est-ce que ça vous attriste? Est-ce que ça aurait été une bonne idée ou pas? Non, valait mieux s'arrêter sur cette très belle fin, peut-être justement. Après, ça aurait été cohérent avec la fin de Buffy, cette nouvelle génération. Sarah Michelle Gellar dans un autre rôle, ça aurait été intéressant. Dans le rôle, justement, peut-être dans le rôle j'aurais été Giles dans la série, quoi. J'aurais été curieuse de la voir, mais c'est vrai que là, au moins, on s'épargne une potentielle déception. Donc, les exemples récents de séries qui sont revenus sont pas très bons. Alors que la suite de Lost, je regarde. Mais tu plaideras à Hollywood pour ça, si tu veux, Thibaut. Tu es étonné qu'il n'y ait pas un reboot ou un remake? Ça arrivera. Ça va arriver. Tout soon, tout soon, comme on dit, mais il y aura bien quelqu'un un jour qui va s'ennuyer dans une grande chaîne. Qui dira, tiens, on a ça dans le catalogue. Ça avait marché à l'époque, ça non? Ça marchera aujourd'hui? Non. On va passer à Margot, mais juste avant, je vais m'immiscer dans la parce que je sais que la série de Margot, tout le monde l'a vue, et donc on va pouvoir en débattre, alors que la mienne, personne ne l'a vue. Donc il n'y aura pas de débat. À la limite, personne n'a vu la fin. Je vais tenter de vous convaincre, en tout cas, soit de la regarder si vous ne l'avez pas fait, soit d'aller jusqu'au bout si vous ne l'avez pas fait non plus. Moi, j'ai hésité entre deux séries au moment de ponctuer cette émission, de choisir un peu deux séries qui me ressemblent et qui font ma série Philly. Je suis un peu dans la même vibe que Thibaut là-dessus, ou Nora, c'est des séries qui m'ont peut-être pas la meilleure fin, mais en tout cas, c'est celle qui. La première, en tout cas une des premières vraies belles fins de série que j'ai vues à l'époque où je regardais beaucoup de films, beaucoup de séries, je construisais un peu toute ma sériphilie, ma cinéphilie. J'ai hésité donc entre deux séries un peu concomitantes, il y a eu Sons of Anarchy et Breaking Bad. Breaking Bad, ça aurait été l'évidence puisque un peu tout le monde l'a vu, c'est considéré comme une des meilleures séries de tous les temps par à peu près tout le monde. La fin est globalement assez bien accueillie. Mais j'ai donc plutôt choisi Sons of Anarchy, mais vous allez voir, il y a des ressemblances un peu entre les deux. Sons of Anarchy, déjà, c'est quoi pour ceux qui ne l'ont pas vu? Parce que c'est une série qui commence à dater un petit peu, qui me fait dire mon âge. Ça a été diffusé par FX entre 2008 et 2014. FX qui est aujourd'hui racheté qui fait partie du groupe Disney. C'était une série un peu méconnue en France, déjà parce qu'elle a été très mal diffusée, comme beaucoup de séries américaines.
Elle était diffusée à l'époque sur M6, mais en deuxième partie de soirée et dans le désordre. Voilà. C'est vraiment parce qu'il y avait des épisodes TV, parce que classement des épisodes en fonction de la violence, des épisodes qui étaient moins de 12, d'autres qui étaient moins de 16. Et donc, on pouvait avoir un épisode 3 qui était moins de 16, qui allait être diffusé à 23h, et juste avant, on allait avoir l'épisode 4, puisque lui était moins de 12. C'était une époque où il n'y avait aucun respect à la télé française pour libre pour les séries. C'est le cas de le dire. Donc ça rendait les choses très compliquées. Moi, j'ai découvert ça un peu à la télé, puis je comprenais rien à ce qui se passait. Je me suis dit, mais attendez, j'adore ce truc, mais on me raconte ça dans le désordre, j'ai l'impression de faire un puzzle avec les mauvaises pièces. Donc j'ai acheté les DVD, bien sûr, les coffrets DVD. Et ça a été un grand choc, puisque donc il y a 7 saisons dans Sons of Anarchy, et je les ai dévorés. Enfin, vraiment, j'ai acheté tous les coffrets, je les ai encore chez moi, et ça fait partie des choses que j'ai envie de revoir dans peu de temps, parce que je sens que j'arrive justement à ce moment où j'ai plus toute la série en tête et j'ai vraiment envie de la revoir. Alors ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Jax Taylor, qui est le fils du fondateur du gang de motards des Sons of Anarchy. Donc on appelle le chapitre de Charming, c'est un gang à l'échelle nationale, mais il y a des chapitres dans différentes villes. Donc eux, c'est en Californie à Charming, village qui porte assez mal son nom, puisque rien n'y est charmant. C'est une zone industrielle près du port d'Auckland. Et c'est un gang, évidemment, qui certes aime beaucoup la moto et fait de la mécanique, mais surtout se livre à des activités extrêmement criminelles de type trafic d'armes, drogue et autres meurtres, quand l'envie leur en prend. Malgré tout, évidemment, il faut faire un peu des gentils avec des méchants dans ce genre de série, donc un peu à la façon des Sopranos, on va dire qu'on les humanise un petit peu, donc chacun a des traits de caractère, et on rencontre plein de personnages charismatiques autour de Jax, donc qu'on voit à l'écran en ce moment derrière moi, qui est incarné à l'époque par Charlie Hunnam, qui n'était pas du tout connu, qu'il est devenu un peu plus en jouant dans quelques blockbusters depuis. Chez James Gray aussi, on l'avait vu dans The Lost City of Z, je sais pas comment il faut le dire à l'anglaise, je n'avais jamais su dire ce titre. Et donc on rencontre autour de Jax qui essaie de prendre sa place dans ce gang. Son père est mort il y a quelques années assez brutalement d'un accident. Et donc on rencontre autour de lui, il y a Clay qui est le boss du chapitre, il y a Gemma qui est la femme de Clay, la nouvelle femme de Clay, et la mère de Jack, il y a Tara, la femme de Jack qui a ses enfants, Tig, Bobby, Chips, enfin là, il y a plein de... Chacun a un peu sa personnalité, il y a le motard un peu avenant, celui qui est un peu le dur à cuire, celui qui s'il faut envoyer tuer quelqu'un, on va envoyer tuer quelqu'un, l'autre qui justement au contraire va jamais se livrer à ce genre de choses et est un peu en désaccord avec tout le monde. Donc il y a plein de personnages qui évoluent. C'est une série qui ressemble beaucoup à une série, je compare avec les Sopranos, beaucoup à une série de mafia, c'est-à-dire que c'est très facile à regarder au début, les personnages sont assez caricaturaux, il y a des fusillades, de l'action, des trahisons, bref c'est assez facile en tout cas pendant 1 à 2 saisons. Et puis petit à petit ça va devenir très shakespearien. C'est vraiment une écriture qui est très assumée, ça a été fait par Kurt Sutter, à qui on doit notamment Oz, The Shield. Non, The Shield, je comprends. C'est pour ça que je me dis, il y a Michael Chiklis. Voilà, il y a Michael Chiklis qui fait une petite apparition dans le final, dans la scène qu'on voit derrière moi. C'est un petit clin d'œil qu'a fait Kurt Sutter. Il a fait The Shield juste avant, qui était une série assez forte aussi sur la police, et notamment beaucoup les violences policières et la dérive de la police aux États-Unis. Et donc, il a assumé une écriture très shakespearienne avec ce personnage de Jax qui est tourmenté par ses valeurs familiales, par son passé, par ses relations compliquées avec sa mère, avec son beau-père, avec tout ce club de motards qu'il adore, c'est un peu sa deuxième famille, mais qu'il veut absolument transformer. Lui, le trafic de drogue, c'est non. Le trafic d'armes, c'est vraiment oui, mais sous circonstances. Et il voudrait en sortir, arriver à faire en sorte que ce soit quelque chose de plus legit, qui se transforme. Alors, c'est du classique, mais ils allaient plutôt vers l'immobilier, vers la pierre, etc., qu'ils investissent tout l'argent sale pour pouvoir en sortir. Sauf que, évidemment, ça ne ferait pas une bonne série si tout ça ne venait pas un vortex inéluctable de violence. Chaque acte criminel nourrit le suivant. Et Jax a beau dire qu'il faut régler ce dossier une bonne fois pour toutes, pour passer au suivant, ça finit toujours dans un bain de sang, et un bain de sang entraîne un autre bain de sang, etc., etc. Et ce qui est fait pour la bonne cause finit toujours par avoir des conséquences dramatiques. Et plus on avance, plus ça devient intense émotionnellement. Il y a beaucoup de personnages qui meurent en cours de route. C'était très Game of Thrones avant l'heure, où on était tous choqués dans Game of Thrones quand un personnage principal mourait. On se disait, mais personne n'a jamais fait ça. Alors, regardez Sons of Anarchy, vous allez voir qu'il ne faut pas s'attacher très longtemps à pas mal de personnages, notamment le meilleur ami de Jax qui s'appelait Opie, qui meurt dans une séquence qui est absolument terrible, qui est une des scènes de cinéma, de série de cinéma de manière sens large sur un écran qui m'a le plus marqué moi dans ma vie. Et tout ça crée au fur et à mesure de cette saison une toile qui s'enroule autour de Jax, qui l'isole de plus en plus des autres membres du gang. Il devient très taciturne, il écrit dans un cahier, etc. C'est quelqu'un qui s'isole beaucoup, et donc ça devient terrible à la fin de la saison 6 quand, sur un malentendu tel que les séries savent très bien en faire, c'est-à-dire qu'une personne est au courant d'un truc mais les autres ne le sont pas, etc. Et nous on est au courant de tout. Eh bien, Gemma, la mère de Jax, tue la femme de Jax dans un meurtre par ailleurs d'une brutalité terrible, parce qu'elle pense qu'elle va trahir le gang, et donc elle la tue. Jax ne l'apprend pas, il pense qu'elle est morte à cause d'un autre gang, donc ça entraîne une saison 7 où tout bascule dans la vengeance absolue. Jax est omnubilé par le fait d'obtenir vengeance.
Et ils commencent à tuer un peu tout le monde de manière générale. Donc ça devient un peu n'importe quoi en ville. Les autres gangs, eux, n'ont rien à faire avec cette histoire. Ils se retrouvent impliqués. Donc ça crée une espèce de guerre larvée qui oblige en fait l'organisation centrale des Sons of Anarchy, donc pas juste leur petit chapitre local, à intervenir et à dire que Jax doit être mis de côté. Il finit par apprendre la vérité sur le meurtre de sa femme, ce qui évidemment le brise, puisqu'il aura perdu en quelques années son meilleur ami, sa femme et sa mère qui devient finalement la meurtrière de sa femme. Ça fait beaucoup pour un seul homme, on va pas se mentir. Donc les Sons sont chargés de l'éliminer pour éviter que ça parte en bain de sang général. Dans un élan d'amour fraternel, il décide finalement de l'épargner, de lui laisser la vie sauve et de lui laisser s'enfuir, de lui donner 1 heure de répit avant que la police n'arrive et que les autres gangs n'arrivent en ville. Il met ses affaires en ordre, il envoie ses enfants à l'abri avec son ex-femme, avec qui il avait eu un premier enfant. Il lui confie ses enfants, il lui dit pars loin de tout ça, ça n'a plus aucun sens de vivre ici. Il enfourche la moto de son père. Il se met à rouler, il est poursuivi par un essaim de véhicules des forces de l'ordre, il prend la route. Tout ça se passe sur un morceau qui est assez magnifique, qui s'appelle Come Join the Murder de White Buffalo. Toute la série est construite sur une musicalité incroyable. Il y a eu, ça ne faisait pas trop, mais moi je l'ai, il y a eu une bande-son qui a été éditée des 4 premières saisons. Il y a beaucoup de morceaux assez incroyables, ça va de la country au rock assez progressif, assez agressif même parfois aussi. Et donc Come Join the Murder, c'est une chanson qui raconte vraiment presque l'histoire de la série. La caméra se fixe sur Jax, il roule, derrière lui toute la police, on comprend qu'il sourit, on comprend que ça y est, il a trouvé la paix, il sait ce qu'il va faire de sa vie, il aperçoit un camion qui arrive en face, il lève les mains de son guidon, les bras en croix, et il choisit sa mort en se jetant sous les roues du camion. Voilà, c'est un plan qui est totalement christique, mais vraiment presque au degré le plus caricatural du terme, on le voit vraiment les bras comme ça, se jeter. C'est un parallèle qui a été fait beaucoup dans cette série, notamment le physique de Jax, on voit qu'il ressemble beaucoup à Jésus, il a les cheveux mi-longs, la petite barbe, c'est un peu l'évangélisateur autour de ses disciples qu'il essaie de convaincre du bien fondé de sa pensée. Pour vous dire à quel point ça va très loin, c'est pas forcément très subtil, mais Michael Chiklis, donc, qui est de clin d'œil de fin de série, qui joue le personnage principal de The Shield, qui conduit le camion qui va entraîner la mort de Jax, prononce lui le dernier mot de la série, il crie « Jesus » quand il voit Jax se jeter sous ses roues, donc qui est une interjection américaine qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui n'est pas choisi au hasard. Donc voilà, c'est pas une série qui est très subtile, c'est pas une fin qui est très subtile. Peut-être qu'aujourd'hui on se dirait que c'est vraiment too much et qu'on en fait plus trop. Mais c'est une série qui est extrêmement cohérente et sa fin est extrêmement cohérente. C'est pour ça, moi, une fin, il faut qu'elle soit cohérente avec le reste. Faut pas forcer un truc parce que ça ferait plaisir ou quoi. Moi, j'avais pas envie que Jax y meure, ça m'a particulièrement fait plaisir de le voir s'écraser. Mais voilà, c'est cohérent, c'est assez radical aussi jusqu'au bout. Il y aurait eu les mêmes partis pris sur la musique, sur l'écriture très shakespearienne, sur les parallèles avec la religion, etc. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué à l'époque. Et c'est aussi pour ça que j'ai rapproché beaucoup cette série de Breaking Bad sur la fin. Il y a une musique qui couvre tout, qui emmène quelque chose. Il y a le sacrifice d'un personnage. Il y a beaucoup de jeux de regard aussi dans ces 2 finales, avec des personnages qui acceptent finalement tout le poids de leurs actions, parce que dans les 2 cas, ce sont des gens qui, malgré, encore une fois, tout ce qu'ils avaient beau dire, faire des choses pour la bonne cause, n'ont fait à chaque fois que du mal, que des crimes, globalement, qui, si on n'était pas attaché à eux, on les enverrait en prison sans trop de remords. Voilà, donc moi, c'était un peu ça mon choix. C'est une série qui me parle beaucoup et qui peut-être vous expliquera aussi comment j'ai construit l'émission depuis toutes ces années. Voilà, c'est ces séries-là qui m'intéressent, ces séries avec des personnages très forts, avec une écriture peut-être pas la plus subtile du monde, mais qui a le mérite d'aller jusqu'au bout de ses idées et qui, en l'occurrence, c'est des séries qui... Il y a eu 7 saisons quand même. On n'en voit plus beaucoup des séries qui ont le loisir d'aller jusqu'à 7 saisons et développer leur histoire. Voilà. Est-ce que ça vous aura donné envie ? Je ne sais pas. Il y a quand même 7 saisons à rattraper. Ça fait beaucoup. C'est toujours Votre le même temps problème. est précieux. Ouais. Moi, je me rappelle du personnage de la mère. Ouais, de Gemma. Qui était extraordinaire. Qui était incarnée par Cathy Segal. Ouais, en plus l'actrice est formidable. Et je me rappelle quand je tombais sur la série sur M6, je restais pas toujours jusqu'au bout, mais j'ai regardé quand même quelques épisodes et c'est vraiment je suis tombée, je sais pas, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur ces épisodes où elle était vraiment l'héroïne de l'arc principal. Et j'avais trouvé ce personnage extrêmement intéressant. C'était un personnage féminin que j'avais pas eu l'occasion de voir souvent. Il n'y en avait pas beaucoup dans cette série, milieu de motard oblige. Mais et même dans les séries, globalement, c'était un personnage qui était écrit d'une manière que je trouvais très originale et qui lui donnait beaucoup de pouvoir et de puissance. Et c'était plutôt la matriarche, comme on a pu voir aussi plus récemment dans... et j'ai un trou de mémoire, voilà. Fargo, pardon. Voilà. Donc, mais c'était un rôle que je n'avais pas souvent vu, donc j'ai bien aimé. Et j'ai une question, parce que là, nous, on voit depuis tout à l'heure qui passe sur l'écran derrière les images de ce que tu racontais, le finale. Est-ce que les corbeaux
Les corbeaux ont une importance majeure dans toute l'histoire, puisqu'ils sont associés beaucoup au gang. C'est un des symboles du gang. Et il y a toute une histoire musicale aussi, il y a des chansons qui s'appellent... En fait, comme John Murder, de Murder en anglais, ça veut dire Murder of Crows. Ouais, c'est la meute des corbeaux. C'est une meute de corbeaux. C'est un nom un peu particulier, mais effectivement, ça a une importance très symbolique. Tout est extrêmement symbolique. Et la brioche, ça fait l'espèce de sandwich à la fin. Ça, j'ai jamais trop compris. D'autres gens ont sans doute plus creusé que moi cette histoire. Il faudrait que je revoie, peut-être qu'on la revoit. Peut-être c'est un lien avec toute la saison. Comme je disais, il faudrait que je la revoie en entier. Ça fait un moment qu'elle traîne sur mes étagères, donc j'en ai très envie. Mais au-delà, effectivement, du personnage que tu évoquais, c'est aussi une série donc, qui a lieu de 2008 à 2014, donc qui est quasiment 20 ans maintenant pour la première saison. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on a vus un peu partout après. Le plus connu, c'est Ron Perlman, qui a été évidemment le Hellboy de Guillermo del Toro, mais qu'on a vu dans beaucoup de choses. Il y a un des acteurs qui joue Chibbs, qu'on est en train de voir en ce moment dans House of the Dragon, qui est le personnage qui arrive aux côtés de la bataille de Daemon, dans le premier épisode, qui vient pas à son secours parce qu'ils ont déjà gagné, mais on pense que c'est un ennemi. En fait, c'est lui. Voilà, il y a beaucoup Juice aussi, qui est un des personnages qu'on a revu dans pas mal de séries. Donc voilà, un vrai casting, une vraie belle série, et moins connue peut-être sans doute que les 3 qu'on aura cités aujourd'hui, mais qui mérite d'être vue. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu, parce que moi, c'est une série qui me tient à cœur. Et par ailleurs, c'est aussi rattrapable sur Disney+, décidément. On parle assez peu pas un petit peu d'argent. On parle assez peu du fond de catalogue de Disney+, qui est très éclectique et qui, malgré tout, permet de revoir aussi beaucoup de choses maintenant. Je peux aussi vous prêter les DVD. N'hésitez pas à m'écrire en message privé, je peux vous prêter les DVD. J'ai noté que vous étiez détenteur de coffrets. J'ai beaucoup de coffrets, effectivement. J'ai le coffret des Sopranos, j'ai toujours pas fini les Sopranos. Voilà, il faut que je continue ça. J'ai le coffret de The Wire que j'ai fini. Mais c'est toujours bien d'avoir les coffrets. Au moins, on sait que de toute façon, j'ai X-Files, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai X-Files, Buffy, The Wire, Arrested Development. Twin Peaks, non? Moi j'ai Twin Peaks. Je n'aime pas Twin Peaks. Enfin, Thibaut, tu devrais pas voir. Terrible. Aïe, le faux pas, peut-être au dernier moment. Malheureusement, le Lucas Digne qui fait la faute terrible. C'est terrible. On va terminer avec donc une série qui, là, tout le monde l'aura vue et on pourra en débattre. Série la plus récente de notre sélection, puisque c'est Succession, Margot, qui a retenu ton attention en tant que meilleure fin de série de l'histoire, en tout cas une des meilleures fins selon Une des meilleures fins, meilleure fin de l'histoire, je dirais pas ça, mais en tout cas, j'ai eu une approche peut-être différente de celle de mes petits camarades, qui était moins celle de comment moi j'ai vécu avec cette série, que vraiment le choix de la cohérence. Et c'est même le choix complètement inverse par rapport à Nora, le choix de pas d'empouvoirment à la fin, pas d'empouvoirment féminin du tout à la fin. Mais donc, c'est vraiment le choix de la cohérence. L'histoire de Succession, c'est donc celle d'un patriarche qui est censé un jour passer la main, auquel de ses 3 enfants, il en a 4, mais il y en a un qui est un peu hors course tout du long, et auquel de ses 3 enfants, et en fait, il apparaît quand même assez rapidement que celui des 3 qui est le plus capé pour le faire, c'est elle, c'est la seule fille. Et en fait, à la fin, et là vous me direz, mais n'est-ce pas le pitch de la fin de Game of Thrones? C'est le plus nul qui gagne, c'est-à-dire pas du tout un des Tim enfants. Tim Bran, on est là. C'est pas du tout un des enfants, mais c'est le gendre, donc le mari de Shiv, qui est la seule fille. Et c'est vraiment le personnage qui est au début parfaitement débile et ridicule. Qui sert de clown un peu. Qui sert de clown. Tout le monde se fout de sa gueule ouvertement. Qui est mais insipide, fadasse, qui n'a aucun talent. Un lèche-botte absolu. Lèche-botte absolu, mais qui, comme c'est une bonne série, va prendre quand même de l'épaisseur et nous apporter vraiment une dose d'émotion aussi, surtout dans le couple qu'il forme avec Shiv, c'est vrai, mais qui reste parfaitement nul de A à Z dans ses compétences. Et c'est lui qui va être choisi. Et surtout, Shiv, qui l'avait quitté un peu avant, va rester avec lui. C'est une fin de saison qui a occasionné énormément de commentaires sexistes, par ailleurs, sur le personnage de Shiv, pour dire qu'elle était nulle, conne, machin, enfin bon, voilà. Et en fait, moi, je trouve que c'est extrêmement sombre, mais c'est aussi assez réaliste. C'est très cynique à l'image de la série. C'est très cynique, mais on pourrait se demander, en fait, ce qu'incarne Logan Roy, le patriarche, ben c'est justement ça, le patriarcat. Qu'est-ce qui vient après ça? Parce que en plus, son entreprise va être prise dans des scandales de violences sexuelles qu'ils ont couvertes et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on offre après? Et en fait, après, on offre toujours du patriarcat. C'est un peu la morale de la série. Je ne souhaite ça pas du tout, évidemment, à notre société. Mais néanmoins, ça m'a paru extrêmement cohérent, réaliste
effectivement pas tant cynique que assez pessimiste. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant en fait de montrer que pour Shiv, il n'y avait pas de solution. Elle a essayé à plein de reprises. Elle a tout tenté pendant 4 saisons. Elle tente tout pendant 4 saisons. Elle tente le côté d'abord vraiment purement des compétences professionnelles. Elle tente aussi la manipulation, y compris émotionnelle avec son père. Enfin, ils essayent tous, tous les enfants, machin. Et en fait, c'est une grande histoire d'amour pour moi, Succession. C'est vraiment des enfants qui se battent pour avoir l'attention et l'amour d'un père qui n'est pas capable de le leur offrir et qui va les mettre en compétition. Et en fait, son seul moyen de gagner, ça va être de se ranger derrière un homme médiocre. Bon, bah voilà, je suis désolée, c'est très pessimiste, mais c'est aussi réaliste. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça clôt pour moi assez magnifiquement les arcs narratifs. Il y a quelque chose, il y a une fausse fin en plus, puisque le patriarche meurt bien avant l'épisode final. Totalement anticlimactique, dans une qu'on ne voit presque pas comme scène en plus dans un avion. C'est ça, il meurt complètement hors champ, hors des enfants. Et pour moi, on parlait d'écriture shakespearienne, c'est éminemment shakespearien, Succession, et c'est vraiment une fin complètement tragique en fait. Shiv, mais ses frères aussi, n'arrivent pas à échapper à leur destin, parce qu'on pourrait évidemment parler du personnage de Kendall qui est l'héritier désigné au début, qui a toutes les cartes en main pour le faire et qui se prend les pieds dans le tapis tout seul avec un excès d'autoritarisme à la fin. C'est le fils le plus âgé. Le plus âgé, c'est Connor, mais il n'est pas dans le game. Connor qui est dans un autre genre de... Non, pas du tout. Mais qui est une fin qui était presque prévisible. En fait, quand on la regarde a posteriori, on se dit que tout le petit jeu de cette fratrie, de s'être alliés les uns les autres contre les autres, avec d'autres gens en interne, d'avoir tenté des coups dans le dos, d'avoir léché les bottes du père, etc., tout ça n'était que voué à l'échec. Et que, alors, est-ce que le choix logique aurait quand même dû être Tom ? Peut-être pas, mais qu'en fait, c'est la fin logique de ce petit jeu malsain de famille, quoi. Voilà, et puisqu'on est dans les métaphores tristo-footballistiques, je dirais que c'est vraiment la preuve que au-delà d'avoir de bons joueurs, il faut avoir un bon collectif. Et ils sont incapables de la jouer collectif dans Succession. Chacun a joué sa propre carte. Et en plus, ce qui est, tu disais effectivement, ce qui est encore plus fou dans cette fin de Succession, c'est que pour les gens qui connaissent pas forcément la série, Tom, à la fin, c'est un homme de paille, c'est un pantin. Donc en plus, ils poursuivent le patriarcat jusqu'au bout et ils mettent quelqu'un qui est encore une fois est quelqu'un de creux et de quelqu'un de vide. Au lieu ils pourraient mettre une femme. Mais non, ils préfèrent un pantin, un homme de paille plutôt que mettre une femme. Donc c'est vraiment à quel point la série pousse le cynisme jusqu'au bout. Je trouve que ça résonne avec le titre, en fait. C'est intéressant. C'est qu'en fait, la succession qu'on attend depuis le début ne viendra pas d'un des héritiers. C'est que la succession, c'est lui-même qui décide, non pas par des liens de sang, par des liens même politiques, on va dire aussi, familiaux, mais il désigne un successeur et personne ne s'imagine dès le début que ce ne sera pas quelqu'un qui est issu de sa chair et de son sang, quoi. Mais c'est ça que je trouve incroyable. Et tu parlais de cet homme incompétent, cet homme de paille qui est désigné pour succéder à Logan Roy et donc récupérer tous ses actifs, sa fortune, son patrimoine, son empire, effectivement. Il y a eu beaucoup de parallèles depuis quelques années avec la réélection de Trump, avec le film Idiocratie, et avec toute cette médiocrité, c'est même plus le mot, parce que médiocrité, ça veut dire moyen, donc c'est vraiment cette incompétence dans les gouvernements successifs de Trump, dans les gouvernements de beaucoup d'autres pays. Le nôtre n'est pas épargné par des gens qui sont nommés non pas pour leurs compétences, mais pour des raisons qui nous échappent, ou par copinage, ou justement parce qu'ils sont manipulables. Et ça a été le cas aussi avec George Bush, son élection, on a dit c'est une marionnette, des gens sont derrière pour tirer les ficelles. Donc je trouve que c'est aussi une métaphore du monde politique, qui effectivement est copain comme cochon avec le monde financier, mais il y a vraiment cette idée-là aussi, et qui résonne d'autant plus aujourd'hui, quand on voit qui est nommé dans les gouvernements et pour qui certains votent. Et qui est aussi un regard terrible, juste de manière encore plus prosaïque, sur le capitalisme, qui est qu'en fait, l'aboutissement même de ce capitalisme, c'est qu'en fait, il est capable de marcher sur ses propres enfants, sur son propre sang, dans le seul but de s'assurer une survie. C'est-à-dire qu'on va estimer que Kendall, Shivan, Connor dans une moindre mesure, ou le dernier frère dont on échappe, Roman, malgré tous les liens qui les unissent, peut-être détruiraient l'empire de Logan Roy, parce qu'ils sont trop faibles, comme lui aime à le dire régulièrement, qu'ils n'ont pas... Moi, j'irais au-delà de ça, je dirais que finalement, on préfère apprendre un type qui n'a pas de sentiments et complètement creux, mais qui saura prendre les décisions qui s'imposent, parce qu'en fait, lui,
en fait, le board décidera pour lui. Qu'on pourra manipuler, oui. Il est inoffensif, en fait. Et que le board prime finalement sur tout ce qu'il y a dans le capitalisme. Moi, j'irais même au-delà de ça. Tu parles du capitalisme. En fait, ça prouve, s'il fallait le prouver encore une fois, mais il y en a pour qui apparemment c'est pas clair, que c'est pas une question de compétence, en fait. Dire que pour être multimilliardaire, milliardaire, multimillionnaire, patron d'entreprise, ce n'est pas un synonyme d'intelligence, de compétence. C'est une forme de... Si, c'est une forme de compétence, mais dans l'incompétence, en fait. C'est pas du tout ce mythe de l'entrepreneur génial, qui aurait un QI extrêmement élevé, qui serait visionnaire, etc. En fait, ça prouve à quel point, pour être milliardaire, on peut être complètement teubé et incompétent. Et ben voilà, quatre bons exemples. On va terminer pas sur une note très positive, mais en tout cas, 4 bons exemples qui nous auront montré, je pense, ce que peuvent être les fins de séries, qu'elles soient parfois très logiques, parfois très radicales, parfois juste simplement bien, ou qu'elles juste nous aient accompagnés à un moment important de nos vies quand on s'est construit. Voilà, 4 exemples, si vous voulez les revoir. Alors, j'ai pas dit, mais Succession, c'était évidemment à voir sur HBO Max. Pour le coup, ça n'est pas sur Disney+, cette fois-ci. Mais voilà, 4 séries différentes qui marquent la fin de ce débat. Merci à tous les 3. C'est aussi la fin du coup de cette émission au sens plus large du terme, puisque donc épisode suivant, je le disais, s'arrête. Ah, je suis interrompu par la voix. Ouais, dis-moi. On a un petit souci, 2 secondes, il faut que je lance quelque chose. Ah, qu'est-ce que va-t-il lancer? Je sens le mauvais coup. Lance le rec. Ah. Mon cher Clément, je tiens à te remercier de m'avoir invité dans ton émission à plusieurs reprises. J'ai rencontré des gens formidables. Je t'ai rencontré toi d'abord, mais pas les moindres. Merci de m'avoir laissé parler de Lost, une fois, 2 fois, 15 fois, de Buffy, à peu près autant de fois, de m'avoir permis de dire à quel point The Bear, c'est vraiment de la... Soyons polis. C'était vraiment super chouette de pouvoir parler de séries autrement que par de la critique simple, on va dire. De pouvoir parler des séries d'un point de vue économique, tech, de l'industrie. C'est important pour comprendre l'écosystème et le faire comprendre au public. Écoute, je cherchais une citation pour la suite à te transmettre et je sais pas pourquoi, ça n'a absolument rien à voir. Mais m'est venue en tête la phrase de Walter White dans Breaking Bad qui dit « I am danger ». Voilà, je te laisse avec ça. Tu en fais bien ce que tu veux. Bisous. Mon cher Clément, ça a été un pur bonheur pendant toutes ces émissions d'être à tes côtés pour débattre des séries, notamment des séries françaises, de leur faire une belle place, de laisser de la place aussi à des genres comme le soap qui ne sont pas forcément prisés dans d'autres endroits propres à la critique de séries. J'espère que tu vas t'éclater dans tes nouvelles activités. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir monstre à participer à cette émission. Et puis, tu le sais, la mode est au reboot, au revival. Donc, qui sait, un épisode suivant bientôt. Bravo Clément pour ces 3 saisons d'épisodes suivants. Ça a toujours été un vrai plaisir de venir sur le plateau pour discuter, parler séries avec toi et tes invités. Et puis, contrairement à plein d'autres séries, toi, tu as réussi ton final. Et ça, c'est déjà pas mal. Salut Clément, merci pour ces nombreux débats éclairés et éclairants avec leurs soupçons parfois de mauvaise foi. Bravo pour tes 3 saisons d'épisodes suivants. À bientôt. Merci Clément. Bonjour Clément, alors à ce qui paraît, tu as trouvé le moyen de m'empêcher de parler de Star Trek dans l'émission, tout simplement en arrêtant ton émission. Donc vraiment, je trouve ça un peu petit comme excuse. Non, on va plus sérieusement. Écoute, je voulais te faire ce petit coucou parce que voilà, il y a déjà trop peu d'émissions en télé ou même en radio qui parlent de séries et dans lesquelles on a le temps de parler de séries et des séries qu'on aime, et ton émission était l'une de celles-là. Tu m'as invité plusieurs fois, et c'est avec grand plaisir que je suis venu débattre notamment de séries de science-fiction, et souvent face à Lloyd Cherry, un autre ami dans ce domaine. Donc voilà, écoute, j'espère et je suis même certain que tu rebondiras. Et merci pour toutes ces années d'émissions passionnantes et tous ces débats. Et écoute, je te dis à très bientôt. Alors, cher Clément, le souci, c'est que quand une émission sur les séries, une énième émission sur les séries s'arrête, les séries filent, dont je fais partie, nous sommes extrêmement tristes. Alors, avec mon ami Charles Ingalls, on a forcément la larme à l'œil. Alors, pour toutes ces
émissions passées en bonne compagnie dans l'épisode suivant. Je te souhaite bon vent, cher Clément. Et puis, avec la famille aussi. On est très triste de devoir dire au revoir à l'épisode suivant. Eh ben, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je savais pas du tout que vous aviez prévu ça. Bravo JD d'avoir fait ça. Je sais pas comment il vous a contacté, mais en tout cas, non, mais c'est très beau. Alors je suis un peu dans le même team que ce que dit Benoît. Voilà, ça me fait aussi de la peine d'arrêter cette émission parce que malgré tout, effectivement, vous l'avez dit, il n'y a plus beaucoup d'émissions sur les séries aujourd'hui. Malheureusement, ça devenait un peu incompatible avec mon emploi du temps. Peut-être que ceux qui nous suivent régulièrement ont remarqué que dernièrement, il n'y avait plus beaucoup d'émissions toutes les semaines. La promesse de vous dire à la semaine prochaine pour l'épisode suivant devenait de plus en plus à dans 2 semaines dans l'épisode suivant. Donc voilà, on a préféré, c'est aussi un privilège que de pouvoir, dans ce monde des médias et plus globalement du divertissement parfois, de choisir sa fin. Globalement, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, on l'a dit, snip snip. Donc voilà, là on s'arrête, on coupe nous-mêmes et c'est aussi une très bonne chose. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, ça me touche énormément, je suis très ému. Merci à vous 3. Je vous ai pas encore une fois choisi par hasard, vous avez été les piliers du début de cette émission. Elle est partie un peu de rien, moi je suivais pas le monde des séries à la base. J'étais venu à BFM Business faire de l'écho. Je fais toujours de l'écho, je vais faire beaucoup plus d'écho et c'est aussi pour ça que j'aurai moins de temps pour l'épisode suivant. Mais je me suis mis à ce monde des séries, que j'en regardais évidemment beaucoup avant, mais à les analyser, à les considérer comme un médium à part entière. Et ça s'est fait aussi grâce à vous, puisque c'est vous qui en regardez le plus. C'est vous qui passez des nuits entières à rattraper au dernier moment des screeners qu'on vous aura envoyés la veille de la sortie pour une critique qui doit sortir à 8h le matin. Et évidemment que je peux regarder 8 épisodes d'1 heure en une nuit. Il y a besoin de sommeil dans cette vie. Donc voilà, vraiment, on a essayé, en tout cas, la promesse qu'on s'était faite au début, c'est Julien Mielcarrec qui a suggéré cette émission à l'époque. On voulait décrypter le bouillonnement des plateformes de streaming qui, il y a 3 ans, il y avait des plateformes qui arrivaient, qui se lançaient et tout. C'était vraiment quelque chose de fou, quoi. Et on pouvait s'abonner, il y avait des prix qui changent en permanence, la fin du partage de comptes, etc. Aujourd'hui, cet écosystème est beaucoup plus mature. Il y a de moins en moins d'évolution aussi, malgré tout. Moins de choses à raconter. Donc c'est sûr que moi, cette partie business qui m'intéressait beaucoup est un peu plus rare maintenant. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir cette saison aussi à parler de séries plus en profondeur, de prendre le temps sur 20-30 minutes de décrypter la façon dont une série était écrite, l'intérêt de telle suite ou tel reboot, comme il disait Alex, reboot, revival, voilà, on aurait pu parler, il y avait Benoît qui avait son t-shirt Charles Ingalls. J'ai découvert hier que Netflix venait de lancer un reboot de la maison dans la prairie. Voilà, tout il n'y a que surprise, donc peut-être qu'effectivement vous verrez dans quelques temps un reboot d'épisode suivant, peut-être avec moi, peut-être avec quelqu'un d'autre, on n'en sait rien, mais en tout cas, continuez, et c'est un peu aussi le message que je vais vous faire passer, continuez, vous qui nous avez regardé, à regarder des séries surtout, et à lire aussi ce qui se fait autour de ces séries. C'est une chose de se manger ce que les plateformes nous envoient quand on ouvre Netflix ou Disney+, et en est une autre d'aller dénicher les vraies séries qui vont vous plaire et pas celles que l'algorithme aura décidé à votre place. Donc faites ça, restez au rendez-vous, restez sur BFM Tech aussi, il y a plein d'autres émissions qui je suis sûr vous passionneront. Je voulais quand même, ça va être peut-être un petit peu long, désolé pour la régie, mais faire des merci en bonne et due forme malgré tout. Puisque pendant ces 109 épisodes, il y a beaucoup de monde qui sont venus et qui sont venus de plein bénévolat, quoi. C'est-à-dire que de leur plein gré. Je n'ai forcé personne à venir. Je n'ai payé personne pour venir. Voilà, c'est une émission qui n'est basée que sur le fait que vous avez bien voulu, vous, régulièrement sur votre temps, que vous soyez en CDI pour certains ou à la piche pour d'autres, prendre 1 heure sur votre journée pour venir papoter de séries, parfois en vous prévenant le mardi pour le mercredi. Voilà, j'ai essayé le moins possible de le faire, mais malheureusement, c'est arrivé. Au premier rang desquels je voudrais remercier évidemment tous les 3, Margot, Thibaut et Nora. Je disais, vous étiez là depuis le début et ça m'a beaucoup aidé. C'est aussi, encore une fois par hasard, vous êtes ceux qui est venu le plus souvent dans cette émission. J'ai compté, vous êtes le podium. Je ne dirai pas l'ordre parce que voilà. Mais j'ai compté 44 passages à vous 3. C'est quand même pas rien. Des fois ensemble, des fois avec d'autres intervenants qu'on a pu voir dans cette petite bande de messages. Mais voilà, vous êtes en tout cas les Olysée, Mbappé, Dembélé de cette émission, disons-le. Alors, mais ceux du début de la compète. Voilà. Ceux qui ont marqué des buts. Merci donc aussi à tous ceux, vous en avez vu certains du coup qui ont envoyé des petits messages, à tous ceux qui ont donné de leur temps pour venir régulièrement. Je vais les citer: Florian Caisse, Julière, Romain Béis, Marc Carlin, Benoît Lagan, Alexandre Letraine, Lloyd Chéry, Juliette Eusbrock, Salambo Marie, Guillaume Boutin, Charles Martin, Romain Nigita, Sylvain Trinel, tout le service culture de bfmtv.com aussi, voilà, qui ont donné de leur temps, ceux qui sont venus ponctuellement aussi, de temps en temps, sur un besoin particulier, avec une expertise sur un type de série, des experts de Star Wars, des experts des super-héros, de la science-fiction, et qui ont vraiment pu creuser des sujets avec moi. Merci aussi aux plateformes, malgré tout, avec qui j'ai essayé de collaborer pour justement vous
faire exister ces émissions, parce que si on regarde pas les séries en amont, c'est compliqué de vous proposer des émissions quand elles sortent. On a aussi permis de faire venir des gens, les gens qui font les séries, parce que c'est une chose de débattre entre journalistes, mais c'est aussi intéressant de discuter avec ceux qui font. On a essayé, nous, de faire venir des gens qui ne sont pas les plus connus, peut-être pas les acteurs tête d'affiche que vous voyez dans les junkets et qui font des réponses parfois un peu convenues, dirons-nous, mais plutôt de faire venir des producteurs, des scénaristes, voilà, des gens qui bossent pour eux, pas forcément que 2 mois de tournage plus la promo, mais des fois 1 an, 2 ans sur des projets, voire 3 ans, et qui sont tout simplement passionnants à écouter. C'est des gens qui adorent leur métier et qui essaient de le faire tant bien que mal. Eux aussi, on a parfois l'impression qu'ils sont noyés sous l'argent et sous le flot du capitalisme. C'est pas vrai. Il y en a qui font avec du brick et du broc des séries qui, à la fin, nous plaisent beaucoup. Donc voilà, merci. Ça n'a pas été simple avec toutes les plateformes, on va pas se mentir, c'est pas toujours évident de collaborer avec elles. C'est les plateformes américaines. Merci quand même à ce titre-là, plus particulièrement à Disney+, et HBO Max, qui ont été souvent les plus réactives et les plus agréables avec qui j'ai pu travailler. Et enfin, comme on les oublie, un immense merci à la fabuleuse équipe qui a produit cette émission pendant ces 2 dernières saisons plus spécifiquement, puisqu'on a changé quasiment toute l'équipe il y a 1 an. Vous ne les voyez jamais, puisqu'ils ne sont pas en plateau, mais sans eux, cette émission elle n'existerait pas. Ils assurent la préparation des extraits que vous voyez sur les magnifiques écrans qu'on avait en plateau. Ils assurent aussi tout ce qui est la préparation de l'habillage en amont, les synthés, etc. Tout ce qui est l'habillage, l'enregistrement en régie, bien sûr, le son, le montage, la mise en ligne derrière. Enfin, voilà, du moment où on met les extraits dans la machine jusqu'au moment où l'émission arrive sur YouTube, c'est eux qui font quand même une grosse partie du boulot. Moi, j'écris, j'anime, j'essaie de trouver des thèmes, de réunir des gens, mais sans eux, il n'y aurait pas tout ça. Pour les citer, il y a Marie Mabilet, bien sûr. Vous auriez dû la voir aujourd'hui, la pauvre, malheureusement, elle est malade. Elle m'a prévenu ce matin, elle ne pouvait pas être là, mais elle voulait, je lui ai proposé de participer, de donner sa meilleure fin de série à elle. Elle avait choisi You, pour info. Voilà. Ça aurait été un choix, ça aurait été Netflix, une autre plateforme. Voilà. Elle est super, elle a regardé ce qu'elle fait sur BFM Tech par ailleurs, puisqu'elle ne fait pas que de la production d'émissions, elle incarne aussi beaucoup de choses. Et c'est vraiment super à chaque fois. Il y a aussi Erwan Morvan, son binôme depuis 2 saisons, toujours très efficace. Erwan, toujours au rendez-vous quand il a fallu faire des choses en dernière minute. Avec Amy Audrin aussi, notre alternante, qui a découvert un peu tout notre joyeux bordel depuis le début de la saison et qui est encore là et qui reste avec nous l'année prochaine. Donc elle aura le temps de faire pas mal de choses. Et puis évidemment JD, Jean-David, comment ne pas terminer par toi, le monsieur plus l'épisode suivant, celui qui simplement fait tout sans jamais stresser. Voilà. JD, moi quand j'étais énervé parce qu'un tel me répondait pas, parce qu'un tel faisait sauter l'émission au dernier moment, on lui disait il n'y a pas de problème, on va faire autre chose, on va trouver une autre idée. En régie, il ne stresse pas, c'est celui qui m'a poussé à faire des émissions. Les semaines où je disais je n'ai pas d'idée, je n'ai plus la force, je suis fatigué, machin. Il me disait on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Voilà, c'est toujours quelqu'un sur qui on peut compter. C'est aussi celui dont l'entrée en studio pendant qu'on prépare l'émission fait trembler tous les invités. Qui va-t-il décaler sur la droite? Quel micro va-t-il bouger? Quelle bouteille va-t-il ranger? Qui va se faire pincer les oreilles parce qu'il n'est pas au bon endroit? Voilà, c'est aussi le rôle de JD, mais on l'embrasse. Merci beaucoup, infiniment, vraiment JD. Je n'y serais pas arrivé sans toi cette saison, c'est une évidence. Mais assez d'adieu, voilà, j'ai remercié tout le monde normalement. Merci encore une fois, un dernier quand même à vous qui nous avez écoutés en podcast, regardés sur YouTube pendant ces 3 saisons. C'est aussi pour vous qu'on fait tout ça, on est journalistes autour de cette table, donc ça nous amuse beaucoup de parler de séries entre nous, mais ça on peut le faire au bar avec une boisson parfois alcoolisée, parfois non. Mais on le fait aussi pour vous informer, hein, c'est aussi ça le but de ce qu'on fait nous. On espère l'avoir fait du mieux possible, je ne sais pas ce que vous avez comme avis, mais en tout cas, on a tenté. On a tenté. On a eu, certains m'ont dit, de la mauvaise foi. Ça arrive, on a peut-être défendu des choses en plateau plaisir. Parfois. C'est du jeu. Voilà, on a peut-être traché aussi des choses en plateau, parfois un peu. Peut-être a-t-on été dur sur certaines choses. Mais juste. Oui. Mais toujours juste, c'est exact. Vous nous l'avez parfois dit en commentaire d'ailleurs. Merci d'avoir aussi participé vous aussi à l'écriture de l'émission, en nous faisant des retours, en rebondissant sur les débats et parfois en nous trachant. Ça fait partie du jeu quand on fait des émissions. Il faut prendre le bon et le moins bon. Voilà, j'arrive au bout de tout ce que j'avais à dire, je n'ai plus de voix, plus rien. Merci à tous, encore une fois, merci à tous les 3 d'avoir été là avec moi pour terminer en beauté cette émission. Avec plaisir. Continuez, allez voir ce que font les uns et les autres, que ce soit sur les séries ou sur d'autres choses, parce que par exemple Nora n'écrit pas que sur les séries, Nora écrit beaucoup sur l'alimentation, les relations entre la politique, l'alimentation, le genre et l'alimentation, la restauration, le monde terrible de la cuisine. Voilà, c'est aussi des choses très intéressantes, mais aussi aller lire ce que fait Thibaut, ses critiques de films. Il y a une critique de l'Odyssée qui vient de sortir, je crois, sur les numériques. Je ne vais pas la lire, je ne veux pas du tout avoir d'avis avant de voir le film. Margot, évidemment, sur différents supports, différents médias, elle est un peu partout, vous ne pouvez pas la rater. Et elle fait beaucoup de choses. Elle fera des choses différentes cet été aussi. D'ailleurs, elle ne fera pas que des séries. Ouais. Cet été, il y aura un petit passage dans une radio rouge qui fonctionne très bien en France, où elle vous informera, non pas sur les séries, mais sur ce qui se passe globalement dans l'actualité. La revue de presse. La revue de presse de France Inter cet été pendant une semaine, 10 jours 3 week-ends. 3 week-ends. Car qui a un besoin de dormir le week-end finalement. Levez-vous tôt pour écouter Margot si vous avez aimé ses prestations dans l'épisode suivant. Vous ne serez pas déçus, je vous l'assure.
C'est fini, cette fois c'est bon, j'arrête. Merci beaucoup, merci à vous. Continuez de suivre BFM Tech, évidemment, il y a d'autres émissions sur la chaîne. Ne partez pas parce que je pars, ça ne vaut pas le coup. Je n'étais même pas la meilleure émission de cette chaîne. Voilà, je le dis. Allez voir les autres. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pendant ces 3 saisons. Et je vous dis non pas à l'épisode suivant, mais à bientôt.